Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Al24 News. Heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. Après 2 années d'absence, la foire internationale d'Alger fait son comeback et ouvre ses portes au grand public. Après la suspension du traité d'amitié décidé par Alger, 3 pays européens se démarquent de la position de Joseph Borrell. Au Mali, la force Barkhane quitte la base malienne de Ménaka et la transfère à l'armée malienne. Inauguration d'une route maritime entre la Russie et l'Inde, un projet pensé par Moscou, New Delhi et Téhéran. Alger renoue avec sa foire internationale après 2 années d'absence. En raison du Covid-19, cette importante manifestation économique fait son grand comeback avec la participation de 700 entreprises et 20 pays, dont les États-Unis, invités d'honneur de cette 53e édition. Après avoir été inaugurée hier par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, la foire a ouvert ses portes au grand public aujourd'hui. Kherdin Batache. Les drapeaux des pays étrangers prenant part à la 53e édition de la FIA flottent haut dans le ciel d'Alger. La foire internationale reprend du service et ouvre ses portes au grand public après 2 ans d'absence, avec comme invité d'honneur les États-Unis. Partenaire historique de l'Algérie, le pays de l'oncle Sam compte bien revoir à la hausse ses investissements locaux. Plusieurs secteurs stratégiques à l'image de l'agriculture, l'énergie ou encore l'industrie aéronautique sont particulièrement ciblés par le département américain du commerce. Tenue sous le signe du partenariat stratégique, la foire d'Alger est aussi le moment pour des centaines d'entreprises de montrer leurs atouts dans un marché de plus en plus compétitif. Dans les pavillons du Palais des Expositions de la SAFEX, l'on parle coopération et investissement avec une certaine décomplexion. L'Algérie est naturellement importante pour notre marché. Les relations avec l'Italie sont excellentes car nous avons beaucoup de points communs. Le président Abdelmadjid Tebboune est même passé voir notre stand et m'a confié que l'Italie sera l'invité d'honneur de la prochaine édition de la foire. Les opportunités d'affaires sont donc scrutées avec un œil de lynx car le marché algérien présente un avantage comparatif de taille. Celui d'ouvrir la voie à une vingtaine de pays africains, notamment depuis l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange africaine ZLECAf. L'importance de l'Algérie, c'est que d'abord, c'est la porte de l'Afrique. Et aussi, c'est un pays qui est l'un des plus grands pays de l'Afrique aussi. Et ce qui est important pour nous, c'est que d'avoir des importateurs ici. Et aussi, on cherche les domaines pour faire des investissements ici en Algérie. Les portes de la foire internationale d'Alger resteront ouvertes au public jusqu'au 17 du mois en cours. Et à la faveur de cet événement économique, les gouvernements algériens et américains accueillent le 7e round de négociations sur l'accord cadre de commerce et d'investissement entre les États-Unis et l'Algérie. Elisabeth Moore-Aubin, ambassadrice des États-Unis à Alger, a rappelé à cette occasion que les statistiques les plus récentes du Fonds monétaire international montrent que son pays représente le pourcentage le plus élevé des investissements directs étrangers en Algérie. We thought it was really important to have these talks. Les discussions algéro-américaines sont très importantes, surtout qu'elles s'articulent autour des échanges commerciaux algéro-américains et les investissements en Algérie. Nous sommes le plus grand investisseur en Algérie selon le rapport du FMI, avec 6,1 milliards de dollars d'investissement et nous espérons que ce chiffre se multiplie. Nous sommes ici pour faciliter l'investissement américain en Algérie. Et de son côté, le ministre algérien du Commerce s'est félicité de la relation économique qui lie l'Algérie aux États-Unis. On écoute Kamal Rizig.
Les États-Unis sont considérés comme un grand acteur économique. Nous avons de grandes relations commerciales. Or, nous aspirons, conformément aux orientations des plus hautes autorités de nos deux pays, à développer ces relations pour les élever au rang de stratégiques dans divers secteurs. Vous avez pu apercevoir les entreprises présentes à la foire, ainsi que la forte délégation américaine dans cette réunion du TIFA. Nous nous attendons à des résultats positifs. La Chambre algérienne du commerce et de l'industrie a organisé cet après-midi à Alger la deuxième session du Conseil d'affaires algéro-qatari en présence du président du Conseil des renouveaux économiques algériens et le président du Conseil d'administration de la Ligue des hommes d'affaires qatari. L'objectif de cette rencontre est de développer les échanges commerciaux et économiques entre l'Algérie et le Qatar, ainsi que les investissements qataris en Algérie dans divers secteurs. Et avec nous en direct du Centre international des conférences Abdellatif Rahal, on retrouve Mohamed Ouali Ben Chaban. Bonsoir. Bonsoir Nouhed. Alors comment est-ce que l'Algérie et le Qatar visent à développer leur partenariat économique ? Donc effectivement Nouhed, comme vous venez de l'annoncer, la deuxième session du Conseil d'affaires algéro-qatari a eu lieu cet après-midi à Alger, à travers laquelle l'Algérie et le Qatar aspirent à diversifier et élargir davantage leur coopération dans de nombreux secteurs d'intérêt commun. Pour faire face à la conjoncture actuelle, les deux pays envisagent de relever le défi dans trois secteurs jugés essentiels pour assurer la sécurité alimentaire, sanitaire et énergétique. Investir dans la gestion de l'eau est placé également comme une priorité pour l'agriculture saharienne afin d'améliorer la performance hydrique des exploitations agricoles. Si vous permettez, Nouhed, le président du Conseil du renouveau économique algérien CREA, dans son allocution, déclare qu'avec l'augmentation des volumes de production agricole, permet à l'Algérie de devenir un grand fournisseur de fruits et légumes pour le Qatar. Pour le président du conseil d'administration de la Ligue des hommes d'affaires qatari, Cheikh Faisal Ben Qassem Al Thani, de son côté, a mis en avant la qualité des relations historiques et fraternelles qui lient les deux pays. Il y a aussi, il a mis en exergue la consolidation du rôle de la diplomatie économique dans le but de renforcer les relations bilatérales avec les différents partenaires étrangers de son pays. En général, Nouhed, l'examen d'opportunités d'investissement, le développement des échanges commerciaux et l'enrichissement des liens de coopération entre l'Algérie et le Qatar ont fait l'objet de cette deuxième session du Conseil d'affaires algéro-qatari. Merci beaucoup Mohamed Ouali Ben Chaban. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial au Centre international des conférences Abdellatif Rahal et parlons à présent de coopération. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu hier la ministre adjointe des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, Madame Katja Köhl. Les discussions ont porté sur les moyens de mettre en place un partenariat stratégique entre les deux pays dans le cadre de l'échange de technologies, notamment en matière de développement des énergies renouvelables et de l'hydrogène en Algérie. Mohamed Arkab qui a également reçu la ministre déléguée des Affaires étrangères du Canada, Madame Katia Termor-Shizen, avec laquelle il a évoqué les relations de coopération et de partenariat entre les deux pays dans le domaine de l'énergie et des mines, ainsi que la coopération des affaires et les perspectives d'investissement en Algérie. Et puis dans l'actualité également, l'Espagne ne semble pas vouloir apaiser la crise diplomatique avec l'Algérie. Suite à la rupture par Alger du traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération, Madrid s'en est remis à l'Union européenne officiellement pour apaiser les tensions avec Alger, une stratégie qui a produit l'effet inverse. Safwan Ben Sabri. La sortie de crise entre Alger et Madrid ne semble pas être garantie dans un avenir proche. À défaut d'apaiser les tensions entre les deux pays, l'Espagne, en faisant appel à l'Union européenne, a ravivé le feu de la discorde. Le gouvernement Sánchez, isolé comme rarement il l'a été au niveau national, peine à sortir de la crise. Quand nous avons un gouvernement qui donne un coup de volant sans précédent dans la politique extérieure de l'Espagne et que nous en parlons, nous disons la vérité.
Et Sanchez nous a dit qu'il avait conclu un accord qui donnerait de grands résultats. Et le résultat était l'une des plus grandes crises diplomatiques avec l'un des partenaires les plus stratégiques de l'Espagne, en l'occurrence l'Algérie. À défaut de trouver le soutien nécessaire au sein de la scène politique espagnole, Sanchez a prôné la cause de l'Espagne auprès de l'Union européenne. Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne, mais aussi citoyen espagnol, est accusé par Alger de défendre les intérêts de son pays et non ceux de l'Union européenne. Une union qui semble traversée par divers courants qui peinent à s'aligner sur la position de Madrid. Le renforcement des relations de l'Algérie avec plusieurs pays européens de premier rang dans l'Italie et l'Allemagne, le tout dans un contexte géopolitique nouveau, est pris en considération. La nouvelle donne stratégique requiert de la part de ces pays de faire preuve de réflexion avant d'hypothéquer des relations stratégiques avec Alger au profit d'un gouvernement espagnol dont l'espérance de vie semble désormais limitée. Et la crise espagnole avec l'Algérie est la plus grande catastrophe diplomatique qui ait frappé l'Espagne depuis 1975, c'est ce qu'affirme l'ancien ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel García Margallo, dans un entretien accordé au quotidien espagnol El Mundo. En Libye, le dernier cycle des négociations entre les rivaux libyens se poursuit en Égypte et la semaine accordée par la conseillère de l'ONU Stéphanie Williams pour trouver une solution et mener le pays vers des élections tire à sa fin. La Libye où deux gouvernements se disputent, rappelons-le, ils se disputent le pouvoir depuis plus de 3 mois. Le gouvernement d'union nationale de Tripoli, dirigé par Abdelhamid Dbeiba, est celui qui a obtenu la confiance de la Chambre des représentants de Tobruk sous la direction de Fathi Bachara. Et toujours à propos de la Libye, un juge américain a recommandé de prononcer un jugement par défaut à l'encontre du commandant militaire de l'Est du pays, Khalifa Haftar, dans une affaire où il est accusé d'exécution extrajudiciaire de civils, ouvrant ainsi la voie à une condamnation potentielle pour crimes de guerre et torture par un tribunal américain. En Tunisie, l'UGTT maintient sa grève générale prévue dans le secteur public et la fonction publique ce jeudi 16 juin. Une annonce faite suite à l'échec des négociations entre les représentants du gouvernement et les syndicats. Direction le Mali à présent, où la dernière étape du départ des forces étrangères a été franchie aujourd'hui. Il s'agit de la base opérationnelle avancée de Ménaka dans le nord-est du pays. Après presque 10 années de présence et des bilans mitigés, ce transfert des commandes à la Fama était largement attendu par le peuple malien. Tininan Makassi. Le clap de fin pour l'opération Barkhane au Mali se fera avant la fin de l'été. En attendant, l'avant-dernière étape a été franchie. En effet, l'armée malienne a repris le contrôle total de la base avancée de Manéka, située dans le nord-est du pays, plus précisément à Gao. Une base d'une importance stratégique dans la lutte contre le terrorisme, en raison de son emplacement géographique. Frontalière du Burkina Faso et du Niger, un point brûlant des menaces sécuritaires qui s'abattent sur le Sahel. La présence militaire française au Mali comptait 5500 hommes. Paris avait décidé de réduire ses effectifs en fermant ses bases militaires de Kidal, Tissali et Tombouctou. Puis en février, un retrait total a été décidé par l'Élysée sur fond de tensions entre Paris et Bamako. Nous confirmons que le Mali s'oppose fermement à tout soutien aérien que Barkhane pourrait apporter à la mission sur le territoire malien. Cela parce que la France s'est retirée de façon unilatérale du Mali et que le Mali, pour sa part, aussi a dénoncé ces accords de défense qui nous liaient à la France. Et dès lors, il n'y a ni cadre politique ni base juridique pour une telle intervention. Le Mali et la France se sont regardés en chiens de faïence durant des mois, s'écharpant par discours officiels ou par presse interposée. La raison de cette volte-face diplomatique, l'ingérence française, reprochant au Mali son rapprochement de la Russie. Mais ce qui me semble être important, nous voulons dire que le Mali souhaite travailler avec tous ses partenaires, chinois, français, turcs, européens ou américains. Ce que nous ne souhaitons pas, c'est que les pays étrangers viennent nous dire avec qui nous pouvons traiter ou nous ne pouvons pas traiter. Cela dit, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra aujourd'hui ses consultations à huis clos pour discuter du renouvellement de la MINUSMA au Mali. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed évoque pour la première fois de possibles futures négociations de paix avec des rebelles de la région du Tigré.
Révélant la mise en place d'un comité sur le sujet, il dément parallèlement que des discussions secrètes sont déjà en cours avec le Front de libération du peuple du Tigré. Il n'y a pas de négociation simple, il faut travailler. Un comité a été mis en place pour étudier comment on pourrait mener des pourparlers et ils l'étudient, mais ils n'ont pas encore fait des rapports aux exécutifs. Nous espérons qu'ils le feront dans un délai de 14 à 15 jours. Au Sud-Soudan, la famine fait rage. Des milliers de personnes souffrent en raison des conflits et des nombreuses inondations qui touchent la région. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies lance un appel de 426 millions de dollars pour éviter justement cette famine. Nous sommes déjà en situation de crise, mais nous devons rétablir l'aide alimentaire dans les zones où elle a été suspendue afin d'éviter que les populations ne tombent dans la famine et l'insécurité alimentaire. Pour ce faire, nous avons besoin d'urgence de 426 millions de dollars pour couvrir les besoins des 6 prochains mois. On reste en Afrique. Au Burkina Faso, le bilan de l'attaque survenue dimanche dans la commune de Seitenga, située dans la région du Sahel burkinabé, s'est alourdi pour atteindre les 79 morts. 29 nouveaux corps ont été retrouvés. Alors que l'attaque n'a pas encore été revendiquée, elle a engendré un déplacement massif de la population vers Dori, chef-lieu de la région du Sahel. Un deuil national de 3 jours a d'ailleurs été décrété dans le pays à compter d'aujourd'hui. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est entretenue avec le ministre palestinien Mohamed Shtayah. Des discussions au cours desquelles le ministre palestinien a appelé l'Union européenne à mettre fin aux tentatives d'Israël de tuer la solution à 2 États. Nous avons eu part du gaz de la mer Méditerranée. Nous œuvrons pour la paix dans la région, pour mettre fin à l'occupation, pour pouvoir présenter notre État palestinien indépendant avec Jérusalem comme capitale et pour garantir le droit au retour des réfugiés conformément au droit international. Nous espérons que l'Europe utilisera son poids économique et ses relations avec l'occupant pour mettre fin à ces tentatives de tuer la solution à 2 États. Pour l'instant, nous avons mobilisé 25 millions d'euros pour améliorer la sécurité alimentaire ici, en Palestine. Mais il s'agit d'une aide à court terme, l'aide immédiate qui est nécessaire. Je pense que nous devons également discuter des activités à moyen et à long terme pour améliorer réellement cette dépendance alimentaire qui doit diminuer. Autre visite officielle à Ramallah, celle du Premier ministre italien Mario Draghi qui a rencontré son homologue palestinien Mohamed Shtayah. Les 2 hauts responsables ont discuté de la coopération énergétique sur fond de guerre en Ukraine. L'actualité, c'est également le médiateur américain en charge des négociations indirectes pour la délimitation des frontières maritimes sud, Amos Hochstein, qui a été reçu mardi par le président libanais Michel Aoun. Dans sa réponse à la proposition que le médiateur américain avait soumise, il y a des mois, le président libanais a souligné les droits souverains du Liban sur ses eaux et ses ressources naturelles. Réponse verbale qu'Amos Hochstein transmettra à la partie sioniste dans les prochains jours. Souila Kilal pour les détails. Le Liban tient à ses droits souverains sur ses eaux et ses ressources naturelles. C'est la réponse verbale du président libanais Michel Aoun au médiateur américain en charge des négociations indirectes pour la délimitation des frontières maritimes sud, Amos Hochstein. Cette réponse fait suite à une proposition faite en février dernier par le médiateur américain concernant le litige frontalier avec l'État sioniste, la délimitation de la frontière maritime ainsi que la position officielle du Liban à ce sujet. Cette affaire est revenue sur le tapis et a relancé les tensions suite à l'arrivée d'un navire de production, de stockage et de déchargement flottant dans la zone maritime contestée au sud du Liban. L'arrivée du navire dans le champ pétrolier de Karish a relancé une question politique controversée au Liban. Faut-il adopter la ligne 29 ou la ligne 23 pour délimiter les frontières maritimes méridionales du pays ? Des négociations indirectes libano-sionistes pour délimiter les frontières maritimes ont eu lieu en octobre 2020 avec la médiation de Washington. Les négociations ont été hâtivement gelées par la partie sioniste après que la délégation libanaise ait fait part de ses exigences.
Dans ce climat de tension, le chef d'état-major de l'armée sioniste Aviv Kohavi a lancé hier un avertissement sévère aux citoyens libanais. La menace de Kohavi intervient après que le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a menacé l'entité sioniste jeudi dernier au sujet du forage gazier dans les eaux territoriales litigieuses de Karish. L'Iran mise toujours sur les négociations pour relancer l'accord sur le nucléaire. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que son pays ne se détournera pas de ces négociations pour relancer l'accord de 2015 avec les puissances mondiales. C'était lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue pakistanais à Téhéran. Nous ne nous détournons pas des négociations et nos contacts dans le domaine diplomatique se poursuivent par l'intermédiaire de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie étrangère de l'Union européenne, et de Mora, le négociateur en chef de l'Union, par lesquels nous échangeons des messages. L'Iran ne s'éloignera pas de la logique de la diplomatie et des négociations pour parvenir à un bon accord solide et durable. 14 jours de traversée entre Saint-Pétersbourg et Bombay, promesse devenue réalité d'une nouvelle route maritime entre la Russie et l'Inde qui vient d'être inaugurée. Un projet pensé par Moscou, New Delhi et Téhéran est finalisé rapidement en raison de la guerre en Ukraine et des sanctions occidentales envers la Russie. Karim Bouaziz. Périple d'environ 14 jours pour des porte-conteneurs, dont le nombre va sans doute croître entre le port d'Astrakhan sur la mer Caspienne, en passant par Danzali en Iran, et enfin empruntant la route du Golfe Persique avant de rejoindre le port indien de Naheva Shiva, à quelques encablures de Bombay. Long voyage pour des cargaisons de toutes sortes, intégrant 2 pays sous sanctions occidentales, l'Iran et la Russie, rejoints surtout par l'Inde. Route maritime dessinée dans les années 2000, revivifiée par un contexte international dû notamment à la guerre en Ukraine. Un corridor dont l'ampleur commerciale devrait se développer assez rapidement et surtout permettre à l'Inde de recevoir toutes sortes de marchandises, y compris le gaz et le pétrole. L'Iran, pour sa part, point de passage, profitera des taxes prélevées des transits sur son territoire pour faire respirer son économie qui souffre de l'asphyxie de l'embargo occidental. Rappelons-nous que, depuis le début du conflit en Ukraine, le bloc occidental a tout fait pour attirer l'Inde dans le camp économique anti-russe. La dernière tentative date de la rencontre du Quad au Japon, il y a à peine quelques jours. Narendra Modi, Premier ministre indien, a toujours repoussé les avances, surtout américaines. L'Inde a même perduré en important davantage du pétrole russe. D'ailleurs, il était, au vu des chiffres, difficile extérieurement de peser sur la relation russo-indienne. Les routes maritimes du pétrole russe qui mènent à l'Inde gagnent en intensité commerciale au fil des ans. La guerre en Ukraine n'a fait que gager davantage ce partenariat. L'Inde, en résumé, c'est 5 millions de barils de pétrole consommés par jour et dont les impératifs de développement devraient augmenter ce seuil de la demande énergétique dans le futur. D'un côté, de par la crise actuelle, le partenariat Inde-Russie inaugure de nouvelles routes énergétiques. Or, une cartographie, il faut le dire, au contour encore flou, laquelle sollicitera plus de temps pour sa version définitive. Mais ce qui est certain est que le champ des possibles économiques, mais pas que, est désormais assis entre ces 2 puissants acteurs euro-asiatiques. Les séparatistes pro-russes de l'Est de l'Ukraine ont affirmé lundi que 4 personnes avaient été tuées et 22 blessées dans des bombardements massifs des forces de Kiev sur la ville de Donetsk. Une maternité de Donetsk a également été touchée par des tirs sans toutefois faire de victimes, une attaque condamnée par les Nations Unies. Direction le Royaume-Uni à présent, la Cour suprême refuse d'entendre l'appel des avocats représentant un demandeur d'asile qui doit être envoyé au Rwanda sur un vol d'expulsion du gouvernement, ce qui signifie que le vol peut avoir lieu. Le premier vol doit décoller du Royaume-Uni à destination de Kigali dans la soirée. Le gouvernement affirme que cette politique dissuadera les migrants de traverser la Manche à bord de petites embarcations. Il y a des dispositions pour le retour des personnes relocalisées dans l'article 11 du protocole d'accord qui prévoit que, suite à une demande du Royaume-Uni, le Rwanda prendra toutes les mesures raisonnables conformément aux normes internationales des droits de l'homme pour rendre une personne relocalisée disponible
pour le retour au Royaume-Uni, si celui-ci est légalement obligé de faciliter le retour de cette personne. À la lumière de cette assurance et pour les raisons que j'ai expliquées, la Cour refuse l'autorisation de faire appel. Et puis les Équatoriens manifestent pour réclamer une réduction du prix du carburant dans un contexte de hausse de l'inflation, du chômage et de la pauvreté dans ce pays pétrolier d'Amérique du Sud. Des manifestations qui ont été réprimées par la force. La police a utilisé des gaz lacrymogènes. Nous étions dans une marche qui a commencé pacifiquement jusqu'au moment où nous avons été attaqués par la police, alors que nous traversions la place du théâtre. Au moment où ils nous ont acculés, ils nous ont lancé des bombes lacrymogènes, alors tout le monde a commencé à courir. Et on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo avec Amel Ameziane Zitouni. Très bonne suite des programmes sur L24 News.